Chapitre 9.b. Je veux vous arrêter. Suivez-moi au poste. Pour arriver à vos fins, il n'était pas nécessaire de frapper cet enfant, répondit Vitalis. Pas de parole, suivez-moi. Vitalis avait retrouvé tout son sang-froid. Il ne répliqua pas, mais se tournant vers moi. Rentre à l'auberge, me dit-il, reste-y avec les chiens. Je te ferai parvenir des nouvelles. Il n'en put dire davantage, l'agent l'entraîna. Ainsi finit cette représentation que mon maître avait voulu faire amusante et qui finit si tristement. Le premier mouvement des chiens avait été de suivre leur maître, mais Vitalis leur ordonna de rester près de moi, et habitués à obéir, ils revinrent sur leurs pas. Je m'aperçus alors qu'ils étaient muselés, mais au lieu d'avoir le nez pris dans une carcasse de fer ou dans un filet, ils portaient tout simplement une faveur en soie nouée avec des bouffettes autour de leur museau. Pour Capi, qui était à poil blanc, la faveur était rouge. Pour Zerbino, qui était noir, blanche. Pour Dolce, qui était grise, bleue, c'étaient des muselières de théâtre. Le public s'était rapidement dispersé. Quelques personnes seulement avaient gardé leur place, discutant sur ce qui venait de se passer. Le vieux a eu raison. Il a eu tort. Pourquoi l'agent a-t-il frappé l'enfant qui ne lui avait rien dit ni rien fait? Mauvaise affaire. Le vieux ne s'en tirera pas sans prison si l'argent constate la rébellion. Je rentrai à l'auberge, fort affligé et très inquiet. On avait parlé de prison. Combien de temps pouvait durer cet emprisonnement? Qu'allais-je faire pendant ce temps? Comment vivre? De quoi? Je n'avais que quelques sous dans ma poche. Serait-il suffisant pour nous nourrir tous, jolis cœurs, les chiens et moi? Je passai ainsi 2 journées dans l'angoisse, n'osant pas sortir de la cour de l'auberge, m'occupant de jolis cœurs et des chiens, qui tous se montraient inquiets et chagrins. Enfin, le 3e jour, un homme m'apporta une lettre. Mon maître me disait qu'on le gardait en prison pour le faire passer en police correctionnelle le samedi suivant, sous la prévention de résistance à un agent de l'autorité et de voie de fait sur la personne de celui-ci. En me laissant emporter par la colère, ajoutait-il, j'ai fait une lourde faute qui pourra me coûter cher. Viens à l'audience, tu y trouveras une leçon. Pendant que je lisais cette lettre, Capi, entre mes jambes, tenait son nez dessus et les mouvements de sa queue me disaient que, bien certainement, il reconnaissait que ce papier avait passé par les mains de son maître. Depuis 3 jours, c'était la première fois qu'il manifestait de l'animation et de la joie. Ayant pris des renseignements, on me dit que l'audience de la police correctionnelle commençait à 10 heures. À 9 heures le samedi, j'allais m'adosser contre la porte et le premier, je pénétrai dans la salle. Peu à peu, la salle s'emplit. Je reconnus plusieurs personnes qui avaient assisté à la scène avec l'agent de police. Je ne savais pas ce que c'était que les tribunaux et la justice, mais d'instinct j'en avais eu une peur horrible. Il me semblait que bien qu'il s'agît de mon maître et non de moi, j'étais en danger. Ce ne fut pas mon maître qu'on jugea le premier, mais des gens qui avaient volé, qui s'étaient battus, qui tous se disaient innocents et qui tous furent condamnés. Enfin, Vitalis vint s'asseoir entre 2 gendarmes sur le banc où tous ces gens l'avaient précédé. Ce qui se dit tout d'abord, je n'en sais rien, j'étais trop ému pour entendre, ou tout au moins pour comprendre. D'ailleurs, je ne pensais pas à écouter. Je regardais mon maître qui se tenait debout, ses grands cheveux blancs rejetés en arrière dans l'attitude d'un homme honteux et peiné. Je regardais le juge qui l'interrogeait. Ainsi dit-il, celui-ci, vous reconnaissez avoir porté... Ainsi dit celui-ci, vous reconnaissez avoir porté des coups à l'agent qui vous arrêtait. Non, des coups, monsieur le président, mais un coup pour me dégager de son étreinte. Lorsque j'arrivais sur la place où devait avoir lieu notre représentation, je vis l'agent donner un soufflet à l'enfant qui m'accompagnait. Cet enfant n'est pas à vous. Non, monsieur le président, mais je l'aime comme s'il était mon fils. Lorsque je le vis frapper, je me laissai entraîner par la colère. Je saisis vivement la main de l'agent et l'empêchai de frapper de nouveau. Vous avez vous-même frappé l'agent. C'est-à-dire que lorsque celui-ci me mit la main collée, j'oubliais quel était l'homme qui sait se jeter sur moi, ou plutôt, je ne vis en lui qu'un homme, au lieu de voir un agent. Et un mouvement instinctif, involontaire, m'a emporté. À votre âge, on ne se laisse pas emporter. On ne devrait pas se laisser emporter. Malheureusement,
On ne fait pas toujours ce qu'on doit. Je le sens aujourd'hui. Nous allons entendre l'agent. Celui-ci raconta les faits tels qu'ils s'étaient passés, mais en n'insistant plus sur la façon dont on s'était moqué de sa personne, de sa voix, de ses gestes, que sur le coup qu'il avait reçu. Pendant cette déposition, Vitalis m'aperçut, sa figure de tristesse éclaira. Malgré moi, mes yeux s'emplirent de larmes. Je croyais qu'on allait mettre mon maître en liberté, mais il n'en fut rien. Le président, d'une voix grave, dit que le nommé Vitalis, convaincu d'injures et de voies de fait envers un agent de la force publique, était condamné à 2 mois de prison et à 100 francs d'amende. À travers mes larmes, je vis la porte par laquelle Vitalis était entré se rouvrir. Celui-ci suivit un gendarme, puis la porte se referma. Chapitre 10. En bateau. Quand je rentrai à l'auberge, le cœur gros, les yeux rouges, je trouvai sous la porte de la cour l'aubergiste qui me regarda longuement. J'allais passer pour rejoindre les chiens quand il m'arrêta. « Eh bien, me dit-il, ton maître, il est condamné. Tu as de l'argent pour vivre et pour nourrir tes bêtes, je pense. »« Non, monsieur. Alors tu comptes sur moi pour vous loger ?»« Oh, non, monsieur, je ne compte sur personne. » Rien n'était plus vrai, je ne comptais sur personne. « Eh bien, mon garçon, continua l'aubergiste, tu as raison. Je ne peux pas te faire crédit. Il faut t'en aller d'ici. »« M'en aller? Mais où voulez-vous que j'aille, monsieur? Ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas non plus ton maître. Pourquoi veux-tu que je te garde? » Je restai un moment abasourdi. Que dire? Cet homme avait raison. Pourquoi m'aurait-il gardé chez lui? Je ne lui étais rien qu'un embarras, une charge. Allons, mon garçon, prends tes chiens et ton singe, puis file, tu trouveras bien travailler à gagner ta vie dans les villages. Mais monsieur, où voulez-vous que mon maître me trouve en sortant de prison? C'est ici qu'il viendra me chercher. Tu n'auras qu'à revenir ce jour-là. D'ici là, va faire une promenade de 2 mois dans les environs, dans les villes d'eau, à Bagnères, à Cotteret, à Luz. Il y a de l'argent à gagner. Et si mon maître m'écrit, je te garderai sa lettre. Mais si je ne lui réponds pas, ah, tu m'ennuies à la fin. Je t'ai dit de t'en aller. Il faut sortir d'ici et plus vite que ça. Je te donne 5 minutes pour partir. Si je te retrouve quand je vais revenir dans la cour, tu auras affaire à moi. Je sentis bien que toute insistance était inutile. Comme le disait l'aubergiste, il fallait sortir d'ici. J'entrai à l'écurie, et après avoir détaché les chiens et Joli Cœur, après avoir bouclé mon sac et passé sur mon épaule la bretelle de ma harpe, je sortis de l'auberge. L'aubergiste était sur sa porte pour me surveiller. « S'il vient une lettre, me cria-t-il, je te la conserverai. » J'avais hâte de sortir de la ville, car mes chiens n'étaient pas muselés. Que répondre? Si je rencontrais un agent de police, que je n'avais pas d'argent pour leur acheter des muselières, c'était la vérité, car je n'avais que 11 sous dans ma poche, et ce n'était pas suffisant pour une pareille acquisition. Ne m'arrêterait-il pas à mon tour? Mon maître en prison, moi aussi, que deviendraient les chiens et Joli Cœur? J'étais devenu directeur de troupe, chef de famille, et je sentais ma responsabilité. Tout en marchant rapidement, les chiens levaient la tête vers moi et me regardaient d'un air qui n'avait pas besoin de paroles pour être compris. Ils avaient faim. Joli Cœur, que je portais juché sur mon sac, me tirait de temps en temps l'oreille pour m'obliger à tourner la tête vers lui. Alors il se brossait le ventre par un geste qui n'était pas moins expressif que le regard des chiens. Moi aussi, j'aurais bien comme eux parlé de ma faim, car je n'avais pas déjeuné, plus que tous, mais à quoi bon? Mais 11 sous ne pouvaient pas nous donner à déjeuner et à dîner. Nous devions tous nous contenter d'un seul repas, qui fait, au milieu de la journée, nous tiendrait les lieux des deux. L'auberge où nous avions logé et d'où nous venions d'être chassés, se trouvant sur la route de Montpellier, c'était naturellement cette route que j'avais suivie. Dans ma hâte de fuir une ville où je pouvais rencontrer des agents de police, je n'avais pas le temps de me demander où les routes conduisaient. Ce que je désirais, c'est qu'elles m'éloignassent de Toulouse. Le reste m'importait peu. Je crois bien que nous marchâmes près de 2 heures, sans que j'osasse m'arrêter. Et cependant, les chiens me faisaient des yeux de plus en plus suppliants, tandis que Joli Cœur me tirait l'oreille et se brossait le ventre de plus en plus fort. Enfin,
Je me crus assez loin de Toulouse pour n'avoir rien à craindre et j'entrai dans la première boutique de boulanger que je trouvai. « Vous prendrez bien un pain de 2 livres, me dit la boulangère, avec votre ménagerie. Ce n'est pas trop. Il faut bien les nourrir, ces pauvres bêtes. » Sans doute, ce n'était pas trop pour ma ménagerie qu'un pain de 2 livres. Mais sans compter Jolicoeur qui ne mangeait pas de gros morceaux, cela ne nous donnait qu'une demi-livre pour chacun de nous. Mais c'était trop pour ma bourse. Le pain était alors à 5 sous la livre. En n'achetant qu'une livre et demie, qui me coûtait 7 sous et 3 centimes, il me restait pour le lendemain 3 sous et 3 centimes. C'est-à-dire assez pour ne pas mourir de faim et attendre une occasion de gagner quelque argent. J'eus vite fait ce calcul, je dis à la boulangère que j'avais bien assez d'une livre et demie de pain. Elle me coupa la quantité que je demandais et la mit dans la balance à laquelle elle donna un petit coup. « C'était un peu fort, dit-elle. C'est un peu fort, dit-elle. Cela sera pour les 2 centimes. » Et elle fit tomber mes 8 sous dans son tiroir. J'ai vu des gens repousser les centimes qu'on leur rendait. Moi, je n'aurais pas repoussé ceux qui m'étaient dus. Cependant, je n'osais pas les réclamer et sortis sans rien dire avec mon pain étroitement serré sous mon bras. Les chiens joyeux sautaient autour de moi, Jolicoeur me tirait les cheveux en poussant des petits cris. Nous n'allâmes pas bien loin. Au premier arbre qui se trouva sur la route, je posai ma harpe contre son tronc et m'allongeai sur l'herbe. Les chiens s'assirent en face de moi. Jolicoeur, qui n'était pas fatigué, resta debout pour voler les morceaux qui lui conviendraient. C'était une affaire délicate que le découpage de ma niche. J'en fis 5 parts aussi égales que possible, et pour qu'il n'y eût pas de pain gaspillé, je les distribuai en petites tranches. Jolicoeur, qui avait besoin de moins de nourriture que nous, se trouva le mieux partagé, et il n'eut plus faim, alors que nous étions encore affamés. Sur sa part, je pris 3 morceaux que je serrai dans mon sac pour les donner aux chiens plus tard. Bien que ce festin n'eût rien de ceux qui provoquent au discours, le moment me parut venu d'adresser quelques paroles à mes camarades. Capi avait sans doute deviné mon intention, car il tenait collé sur les miens, ses grands yeux intelligents et affectueux. « Oui, mon ami Capi, dis-je. Oui, mes amis Dolce, Zerbino et Jolicoeur. Oui, mes chers camarades, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Notre maître est éloigné de nous pour 2 mois. »« Ouah !» cria Capi. « Cela est bien triste pour lui d'abord et aussi pour nous. C'était lui qui nous faisait vivre et en son absence, nous allons nous trouver dans une terrible situation. Nous n'avons pas d'argent. » Sur ce mot, qu'il connaissait parfaitement, Capi se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à marcher en rond comme s'il faisait la quête dans les rangs de l'honorable société. « Tu veux que nous donnions des représentations, continuai-je, c'est assurément un bon conseil. Mais ferons-nous recette? Tout est là. Si nous ne réussissons pas, je vous préviens que nous n'avons que 3 jours pour toute fortune. Il faudra donc se serrer le ventre. Les choses étant ainsi, j'ose espérer que vous comprendrez la gravité des circonstances. Je vous demande de l'obéissance, de la sobriété et du courage. Serrons nos rangs et comptez sur moi comme je compte sur vous-même. » Je n'ose pas affirmer que mes camarades comprirent toutes les beautés de mon discours improvisé. Mais certainement, ils en sentirent les idées générales, ils furent satisfaits de mon procédé à leur égard, et ils me prouvèrent leur contentement par leur attention. Quand je dis leur attention, je parle des chiens seulement, car, pour Jolicoeur, au bout d'une vingtaine de mots, il s'était lancé sur l'arbre qui nous couvrait de son feuillage, et il s'amusait à se balancer en sautant de branche en branche. Si Capi m'avait fait une pareille injure, j'en aurais été certes blessé, et de Jolicoeur rien ne m'étonnait. Ce n'était qu'un étourdi, une cervelle creuse, et puis après tout, il était bien naturel qu'il eût envie de s'amuser un peu. Après quelques instants de repos, je donnai le signal du départ. Il nous fallait gagner notre coucher, en tout cas notre déjeuner du lendemain. Si comme cela était probable, nous faisions l'économie de coucher en plein air. Au bout d'une heure de marche à peu près, nous arrivâmes en vue du village, qui me parut propre à la réalisation de mon dessein. De loin, il s'annonçait comme assez misérable, et la recette ne pouvait être par conséquent que bien chétive. Mais il n'y avait pas là de quoi me décourager. Je n'étais pas exigeant sur le chiffre de la recette. Je fis donc la toilette de mes comédiens et,
En aussi bel ordre que possible, nous entrâmes dans le village. Malheureusement, le fifre de Vitalis nous manquait et aussi sa prestance, qui, comme celle d'un tambour-major, attirait toujours les regards. Je n'avais pas comme lui l'avantage d'une grande taille et d'une tête expressive. Bien petite au contraire, était ma taille. Bien mince. Et sur mon visage devait se montrer plus d'inquiétude que d'assurance. Tout en marchant, je regardais à droite et à gauche pour voir l'effet que nous produisions. Il était médiocre. On levait la tête puis on la rabaissait, personne ne nous suivait. Arrivé sur une petite place au milieu de laquelle se trouvait une fontaine ombragée par des platanes, je pris ma harpe et commençai à jouer une valse. La musique était gaie, mes doigts étaient légers, mais mon cœur était chagrin. Il me semblait que je portais sur mes épaules un poids bien lourd. Je dis à Zerbino et à Dolce de valser, ils m'obéirent bien aussitôt et se mirent à tourner en mesure. Mais personne ne se dérangea pour venir nous regarder. Je continuai de jouer. Zerbino et Dolce continuèrent de valser. Peut-être quelqu'un se déciderait-il à s'approcher s'il venait une personne. Il en viendrait une seconde, puis 10, puis 20 autres. Mais j'avais beau jouer, Zerbino et Dolce avaient beau tourner, les gens restaient chez eux. Ils ne regardaient même plus de notre côté. Je commandai à Zerbino et à Dolce de se coucher et me mis à chanter ma canzonetta. Et jamais bien certainement je ne m'y appliquai avec plus de zèle. J'entamai la deuxième strophe quand je vis un homme vêtu d'une veste et coiffé d'un feutre se diriger vers nous. Enfin, je chantai avec plus d'entraînement. « Oh là !» cria-t-il. « Que fais-tu ici, mauvais garnement ?» Je m'interrompis stupéfié par cette interpellation et restai à le regarder venir vers moi la bouche ouverte. « As-tu une permission pour chanter sur notre commune ?»« Non, monsieur. »« Alors va-t'en si tu ne veux pas que je te fasse un procès. »« Mais monsieur, appelle-moi monsieur le garde champêtre et tourne les talons, mauvais mendiant. » Je ne me fis pas répéter cet ordre 2 fois. Je tournai sur mes talons comme il m'avait été ordonné, et en 5 minutes, je sortis de cette commune peu hospitalière mais bien gardée. Mes chiens me suivaient, la tête basse et la mine attristée, comprenant assurément qu'il venait de nous arriver une mauvaise aventure. Lorsque nous fûmes assez éloignés pour n'avoir plus à craindre la brutale arrivée du garde champêtre, je fis un signe de la main, et immédiatement les 2 chiens formèrent le cercle autour de moi. Le moment était venu de leur donner l'explication qu'ils attendaient. « Comme nous n'avons pas de permission pour jouer, dis-je, je vous renvoie. Alors, nous allons coucher à la belle étoile, n'importe où sans souper. » Au mot souper, il y eut un grognement général. Je montrai mes 3 sous. « Vous savez ce que c'est tout ce qui nous reste. Si nous dépensons nos 3 sous ce soir, nous n'aurons rien pour déjeuner demain. Or, comme nous avons mangé aujourd'hui, je trouve qu'il est sage de penser au lendemain. » Et je remis mes 3 sous dans ma poche. Capi et Dolce baissèrent la tête avec résignation, mais Zerbino continua de gronder. Après l'avoir regardé sévèrement sans pouvoir le faire taire, je me tournai vers Capi. « Explique à Zerbino, lui dis-je, qu'il faut nous priver d'un second repas aujourd'hui, si nous voulons en faire un demain. » Capi donna un coup de patte à son camarade et une discussion s'engagea entre eux. Ce que Capi dit à Zerbino, je ne l'entendis pas, car si les chiens comprennent le langage des hommes, les hommes ne comprennent pas le langage des chiens. Je vis seulement que Zerbino refusait d'entendre raison, et ce fut seulement quand Capi eut montré ses crocs que Zerbino, qui n'était pas très brave, se résigna au silence. La question du souper étant ainsi réglée, il ne restait plus que celle du coucher. Heureusement, le temps était beau, et coucher à la belle étoile en cette saison n'était pas bien grave. Il n'y avait qu'à marcher droit devant soi sur la route blanche jusqu'à la rencontre d'un gîte. Ce que nous fîmes. La route s'allongea, les kilomètres succédèrent aux kilomètres, et les dernières lueurs roses du soleil couchant avaient disparu du ciel que nous n'avions pas encore trouvé ce gîte. Il fallait tant bien que mal se décider. Quand je me décidai à nous arrêter pour passer la nuit, nous étions dans un bois que coupaient çà et là des espaces dénudés
au milieu desquels se dressaient des blocs de granit. L'endroit était bien désert, mais nous n'avions pas mieux à choisir. Quittant la route, nous nous engageâmes au milieu des pierres, et bientôt, j'aperçus un énorme bloc de granit planté de travers, de manière à former une sorte de cavité à sa base et un toit à son sommet. Dans cette cavité, les vents avaient amoncelé un lit épais d'aiguilles de pin desséchées. Nous ne pouvions mieux trouver un matelas pour nous étendre, une toiture pour nous abriter. Il ne nous manquait qu'un morceau de pain pour souper. Mais il fallait tâcher de ne pas penser à cela. D'ailleurs, le proverbe n'a-t-il pas dit qui d'ordine? Avant de dormir, j'expliquai à Capi que je comptais sur lui pour nous garder, et la bonne bête, au lieu de venir avec nous se coucher sur les aiguilles de pin, resta en dehors de notre abri, posté en sentinelle. Je pouvais être tranquille, je savais que personne ne nous approcherait sans que j'en fusse prévenu. Cependant, je ne m'endormis pas aussitôt que je fus étendu sur les aiguilles de pin, mon inquiétude étant plus grande encore que ma fatigue. Cette première journée de voyage avait été mauvaise. Que serait celle du lendemain? J'avais faim, j'avais soif, il ne me restait que 3 sous. J'avais beau les manier machinalement dans ma poche, ils n'augmentaient pas. 1, 2, 3, je m'arrêtais toujours à ce chiffre. Comment nourrir ma troupe? Comment me nourrir moi-même si je ne trouvais pas à donner des représentations? Faudrait-il donc tous mourir de faim au coin d'un bois ou d'un buisson? Je sentis mes yeux s'emplir de larmes, puis tout à coup je me mis à pleurer. Pauvre mère Barberin, pauvre Vitalis. Je m'étais couché sur le ventre et je pleurais dans mes 2 mains, sans pouvoir m'arrêter. Quand je sentis un souffle tiède passer dans mes cheveux, vivement je me retournai, une grande langue douce et chaude se colla sur mon visage. C'était Capi, qui m'avait entendu pleurer, qui venait me consoler, comme il était déjà venu à mon secours lors de ma première nuit de voyage. Je le pris par le cou à 2 bras, et j'embrassai son museau humide. Alors il poussa 2 ou 3 gémissements étouffés, et il me sembla qu'il pleurait avec moi. Quand je me réveillai, il faisait grand jour, et Capi, assis devant moi, me regardait. Les oiseaux sifflaient dans le feuillage. Au loin, tout au loin, une cloche sonnait l'angélus. Le soleil, déjà haut dans le ciel, lançait des rayons chauds et réconfortants. Notre toilette matinale fut bien vite faite, et nous nous mîmes en route, nous dirigeant du côté d'où venaient les tintements de la cloche. Là était un village, là sans doute était un boulanger. Quand on s'est couché sans dîner et sans souper, la faim parle de bonheur. Mon parti était pris, je dépenserais mes 3 sous, et après nous verrions. En arrivant dans le village, je n'eus pas besoin de demander où était la boulangerie. Notre nez nous guida sûrement vers elle. J'eus l'odorat presque aussi fin que celui de mes chiens, pour sentir de loin la bonne odeur du pain chaud. 3 sous de pain quand il coûte 5 sous la livre ne nous donnèrent à chacun qu'un bien petit morceau, et notre déjeuner fut rapidement terminé. Le moment était donc venu de voir, c'est-à-dire d'aviser au moyen de faire une recette dans la journée. Pour cela, je me mis à parcourir le village. Mon intention n'était pas de donner immédiatement une représentation, car l'heure n'était pas convenable, mais d'étudier le pays, de faire choix du meilleur emplacement, et de revenir dans le milieu de la journée tenter la chance. J'étais absorbée par cette idée quand tout à coup, j'entendis crier derrière moi. Je me retournai vivement et je vis arriver Zerbino, poursuivi par une vieille femme. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre ce qui provoquait cette poursuite et ces cris. Profitant de ma distraction, Zerbino était entré dans une maison où il avait volé un morceau de viande qu'il emportait dans sa gueule. « Au voleur !» criait la vieille femme. « Arrêtez-le, arrêtez-les tous !» En entendant ces derniers mots, me sentant coupable ou tout au moins responsable de la faute de mon chien, je me mis à courir aussi. Que répondre si la vieille femme me demandait le prix du morceau de viande volé? Comment le payer une fois arrêté? Ne nous garderait-on pas? Me voyant fuir, Capi et Dolce ne restèrent pas en arrière, et je les sentis sur mes talons, tandis que Joli Cœur, que je portais sur mon épaule, m'empoignait par le cou pour ne pas tomber. Il n'y avait guère
Il n'y avait guère à craindre qu'on nous attrapât ou en nous rejoignant. Mais on pouvait nous arrêter au passage. Et justement, il me sembla que telle était l'intention de 2 ou 3 personnes qui barraient la route. Heureusement, une ruelle transversale venait déboucher sur la route devant ce groupe d'adversaires. Je me jetai dedans accompagné des chiens, et toujours courant à toutes jambes, nous fûmes bientôt en pleine campagne. Je m'arrêtai lorsque la respiration commença à me manquer, c'est-à-dire après avoir fait au moins 2 kilomètres. Alors je me retournai. Osant regarder en arrière, personne ne nous suivait. Capi et Dulce étaient toujours sur mes talons. Zerbino arrivait tout au loin, s'étant arrêté sans doute pour manger son morceau de viande. Je l'appelai, mais Zerbino, qui savait qu'il avait mérité une sévère correction, s'arrêta. Puis, au lieu de venir à moi, il se sauva. C'était poussé par la faim que Zerbino avait volé ce morceau de viande, et je ne pouvais accepter cette raison comme une excuse. Il y avait un vol. Il fallait que le coupable fût puni, ou bien c'en était fait de la discipline de ma troupe. Au prochain village, Dulce imiterait son camarade, et Capi lui-même finirait par succomber à la tentation. Je devais donc administrer une correction publique à Zerbino, mais pour cela il fallait qu'il voulût bien comparaître devant moi. Et ce n'était pas chose facile que de le décider. Je recours à Capi, va me chercher Zerbino, et il partit aussitôt pour accomplir la mission que je lui confiai. Je n'avais plus qu'à attendre le retour de Capi et de son prisonnier, ce qui pouvait être assez long, car Zerbino, très probablement, ne se laisserait pas ramener tout de suite, mais il n'y avait rien de bien désagréable pour moi dans cette attente. J'étais assez loin du village pour n'avoir guère à craindre qu'on me poursuivît. Et d'un autre côté, j'étais fatigué de ma course pour désirer me reposer un moment. D'ailleurs, à quoi bon me presser, puisque je ne savais pas où aller et que je n'avais rien à faire. Justement, l'endroit où je m'étais arrêté était fait à souhait pour l'attente et le repos. Sans savoir où j'allais dans ma course folle, j'étais arrivé sur les bords du canal du Midi, et après avoir traversé des campagnes poussiéreuses depuis mon départ de Toulouse, je me trouvais dans un pays vert et frais. Des eaux, des arbres, de l'herbe, une petite source, c'était charmant, et j'étais là à merveille pour attendre le retour des chiens. 1 heure s'écoula sans que je les visse revenir, ni l'un ni l'autre, et je commençai à m'inquiéter. Quand Capi reparut, seul la tête basse. « Où est Zerbino ?» Capi se coucha dans une attitude craintive. Alors, en le regardant, je m'aperçus qu'une de ses oreilles était ensanglantée. Je n'eus pas besoin d'explication pour comprendre ce qui s'était passé. Zerbino s'était révolté contre la gendarmerie. Il avait fait la résistance et Capi, qui peut-être n'obéissait qu'à recréer un ordre qu'il considérait comme bien sévère, s'était laissé battre. Fallait-il le gronder et le corriger aussi? Je n'en eus pas le courage, je n'étais pas en disposition de peiner les autres, étant déjà bien assez affligé de mon propre chagrin. L'expédition de Capi n'ayant pas réussi, il ne me restait qu'une ressource qui était d'attendre que Zerbino voulut bien revenir. Je m'étendis sous un arbre tenant Joli Cœur attaché, Capi et Dulce se couchaient à mes pieds. Le temps s'écoula. Zerbino ne parut pas. Insensiblement, le sommeil me prit et je m'endormis. Quand je m'éveillai, le soleil était au-dessus de ma tête et les heures avaient marché. Mais je n'avais plus besoin du soleil pour me dire qu'il était tard. Mon estomac me criait qu'il y avait longtemps que j'avais mangé mon morceau de pain. De leur côté, les 2 chiens et Joli Cœur me montraient aussi qu'ils avaient faim. Capi et Dulce avec des mines piteuses, Joli Cœur avec des grimaces. Et Zerbino n'apparaissait toujours pas. Je l'appelai, je le sifflai, mais tout fut inutile. Il ne parut pas. Ayant bien déjeuné, il digérait tranquillement, blotti sous quelques buissons. Ma situation devenait critique. Si je m'en allais, il pouvait très bien se perdre et ne pas nous rejoindre. Si je restais, je ne trouvais pas l'occasion de gagner quelques sous et de manger. J'envoyai une fois encore Capi à la recherche de son camarade.
Mais au bout d'une demi-heure, il revint seul et me fit comprendre qu'il ne l'avait pas trouvé. Que faire? Bien que Zerbino fût coupable et nous eût mis tous par sa faute dans une terrible situation, je ne pouvais pas avoir l'idée de l'abandonner. Que dirait mon maître si je ne lui ramenais pas ces 3 chiens? Et puis malgré tout, je l'aimais, ce coquin de Zerbino. Je résolus donc d'attendre jusqu'au soir, mais il était impossible de rester dans l'inaction. À écouter notre estomac crier la faim. Il fallait inventer quelque chose qui pût nous occuper tous les 4 et nous distraire. Si je jouais un air gai, peut-être oublierions-nous tous notre faim. En tout cas, le temps passerait plus vite pour nous. Je pris ma harpe qui était posée contre un arbre et tournant le dos au canal, après avoir mis mes comédiens en position, je commençai à jouer un air de danse, puis après une valse. Tout d'abord, mes acteurs ne semblaient pas très disposés à la danse. Il était évident qu'un morceau de pain eût bien mieux fait leur affaire. Mais peu à peu, ils s'animèrent. La musique produisait son effet obligé. Nous oubliâmes tous les morceaux de pain que nous n'avions pas, et nous ne pensâmes plus, moi qu'à jouer, eux qu'à danser. Tout à coup, j'entendis une voix claire, une voix d'enfant crier « Bravo !» Cette voix venait de derrière moi. Je me retournai vivement. Un bateau était arrêté sur le canal, l'avant tourné vers la rive sur laquelle je me trouvais. Les 2 chevaux qui le remorquaient avaient fait halte sur la rive opposée. C'était un singulier bateau, et tel que je n'en avais pas encore vu de pareil. Il était beaucoup plus court que les péniches qui servent ordinairement à la navigation sur les canaux, et au-dessus de son pont peu élevé, au-dessus de l'eau, était construite une porte de galerie vitrée. À l'avant de cette galerie se trouvait une véranda ombragée par des plantes grimpantes. Sous cette véranda, j'aperçus 2 personnes, une dame jeune encore, à l'air noble et mélancolique, qui se tenait debout, et un enfant, un garçon à peu près de mon âge, qui me parut couché. C'était cet enfant sans doute qui avait crié « Bravo !» Remis de ma surprise, je soulevai mon chapeau pour remercier celui qui m'avait applaudi. « C'est pour votre plaisir que vous jouez ?» me demanda la dame, parlant avec un accent étranger. « C'est pour faire travailler mes comédiens aussi, pour me distraire. » L'enfant fit un signe, la dame se pencha vers lui. « Voulez-vous jouer encore ?» me demanda la dame en relevant la tête. Si je voulais jouer pour un public qui m'arrivait si à propos, je ne me fis pas prier. « Voulez-vous une danse ou une comédie ?» dis-je. « Oh, une comédie !» s'écria l'enfant. Mais la dame l'interrompit pour dire qu'elle préférait une danse. Je repris donc ma harpe et je commençai à jouer une valse. Aussitôt Capi entoura la taille de Dolce avec ses 2 pattes, et ils se mirent à tourner en mesure. Puis Joli Cœur dansa un pas seul. Oui, successivement, nous passâmes en revue tout notre répertoire. Nous ne sentions pas la fatigue. Quant à mes comédiens, ils avaient assurément compris qu'un dîner serait le paiement de leur peine, et ils ne s'épargnaient pas plus que je ne m'épargnais moi-même. Tout à coup, au milieu d'un de mes exercices, je vis Zerbino sortir d'un buisson, et quand ses camarades passèrent près de lui, il se plaça effrontément au milieu d'eux et prit son rôle. Tout en jouant et en surveillant mes comédiens, je regardais de temps en temps le jeune garçon, et chose étrange, bien qu'il parût prendre grand plaisir à nos exercices, il ne bougeait pas. Il restait couché, allongé, dans une immobilité complète, ne remuant que les 2 mains pour nous applaudir. Il semblait qu'il était attaché sur une planche. Insensiblement, le vent avait poussé le bateau contre la berge sur laquelle je me trouvais, et je voyais maintenant l'enfant comme si j'avais été sur le bateau même et près de lui. Il était blond de cheveux, son visage était pâle, si pâle qu'on voyait les veines bleues de son front sous sa peau transparente. Son expression était la douceur et la tristesse avec quelque chose de maladif. « Combien faites-vous payer les places à votre théâtre ?» me demanda la dame. « On paye selon le plaisir qu'on a éprouvé. »« Alors, maman, il faut payer très cher, dit l'enfant.
Puis il ajouta quelques paroles dans une langue que je ne comprenais pas. « Arthur voudrait voir vos acteurs de plus près, me dit la dame. » Je fis un signe à Capi qui, prenant son élan, sauta dans le bateau. « Et les autres ?» cria Arthur. Zerbino et Dol se suivirent leurs camarades. « Et le singe, est-il méchant ?»« Non, madame, mais il n'est pas toujours obéissant, et j'ai peur qu'il ne se conduise pas convenablement. Eh bien, embarquez avec lui. » Disant cela, elle fit signe à un homme qui se tenait à l'arrière auprès du gouvernail, et aussitôt cet homme jeta une planche sur la berge. C'était un pont. Il me permit d'embarquer sans risquer le saut périlleux, et j'entrai dans le bateau gravement, ma harpe sur l'épaule et Joli Cœur dans ma main. Je m'approchai de l'enfant, et tandis qu'il flattait et caressait Joli Cœur, je pus l'examiner à loisir. Chose surprenante, il était bien véritablement attaché sur une planche, comme je l'avais cru tout d'abord. « Vous avez un père, n'est-ce pas, mon enfant ?» me demanda la dame. « Oui, mais je suis seule en ce moment. »« Oh, mon pauvre petit, seul à votre âge, il le faut bien, madame. Votre maître vous oblige sans doute à lui rapporter une somme d'argent. Non, madame, il ne m'oblige à rien, pourvu que je trouve à vivre avec ma troupe, cela suffit. » « Et vous avez trouvé à vivre jusqu'à ce jour ?» J'hésitais avant de répondre. Je n'avais jamais vu une dame qui m'inspirait un sentiment de respect comme celle qui m'interrogeait. Cependant, elle me parlait avec tant de bonté. Sa voix était si douce, son regard était si affable, si encourageant que je me décidai à dire la vérité. D'ailleurs, pourquoi me taire? Je lui racontai donc comment j'avais dû me séparer de Vitalis, condamné à la prison pour m'avoir défendu, et comment, depuis que j'avais quitté Toulouse, je n'avais pas pu gagner un sou. Pendant que je parlais, Arthur jouait avec les chiens, mais cependant il écoutait et entendait ce que je disais. « Comment ? Comme vous devez tous avoir faim !» s'écria-t-il. À ce mot qu'il connaissait bien, les chiens se mirent à aboyer et Joli Cœur se frotta le ventre avec frénésie. « Oh, maman !» dit Arthur. La dame comprit cet appel. Elle dit quelques mots en langue étrangère à une femme qui montrait sa tête dans une porte entrebâillée. Et bientôt, aussitôt, cette femme apporta une petite table servie. « Asseyez-vous, mon enfant, me dit la dame. » Je ne me fis pas prier. Je posai ma harpe et m'assis devant la table. Les chiens autour de moi, Joli Cœur sur mon genou. « Vos chiens mangent-ils du pain ?» me demanda Arthur. S'ils mangeaient du pain, je leur en donnai à chacun un morceau qu'ils dévorèrent. « Et le singe, dit Arthur. » Mais il n'y avait pas besoin de s'occuper de Joli Cœur, car tandis que je servais les chiens, il s'était emparé d'un morceau de croûte de pâté, avec lequel il était en train de s'étouffer sous la table. À mon tour, je pris une tranche de pain, et si je ne m'étouffais pas comme Joli Cœur, je dévorais au moins aussi gloutonnement que lui. « Pauvre enfant, disait la dame en emplissant mon verre. Quant à Arthur, il ne disait rien, mais elle nous regardait, les yeux écarquillés, émerveillés assurément de notre appétit. « Et où auriez-vous dîné ce soir si nous ne nous étions pas rencontrés ?» demanda Arthur. « Je crois bien que nous n'aurions pas dîné. Et demain, où dînerez-vous? Peut-être demain aurons-nous la chance de faire une bonne rencontre comme aujourd'hui. » Arthur se tourna vers sa mère et une longue conversation s'engagea entre eux dans la langue étrangère que j'avais déjà entendue. Il paraissait demander quelque chose qu'elle n'était pas disposée à accorder. Tout à coup, il tourna de nouveau sa tête vers moi, car son corps ne bougeait pas. « Voulez-vous rester avec nous ?» dit-il. Je le regardai sans répondre, tant cette question me prit à l'improviste. « Mon fils vous demande si vous voulez rester avec nous. » Sur ce bateau? Oui, sur ce bateau. Vous demeurerez avec nous. Vos chiens et vos singes donneront des représentations pour Arthur, il sera leur public. Et vous, si vous le voulez bien, mon enfant, vous jouerez de la harpe. En bateau. J'allais vivre en bateau sur l'eau. Quel bonheur! Je pris la main de la dame et la baisai. Elle parut sensible à ce témoignage de reconnaissance et affectueusement, presque tendrement, elle me passa à plusieurs reprises la main sur le front. « Pauvre petit, dit-elle.